Bienvenue à tous, vous êtes dans le QG News. Voici les titres de ce journal. Résultat des élections législatives en Sierra Leone, le parti présidentiel obtient la majorité. L'opposition de son côté dénonce des irrégularités flagrantes et conteste les résultats. Le Parlement togolais autorise la ratification de l'accord de coopération sur l'éco, future monnaie des pays de la CEDEAO, ceux qui ont pour actuelle devise le franc CFA. Du sport également dans ce journal avec la CAN U23, place à la phase des demi-finales après la qualification de l'Égypte et du Mali. Les deux pays rejoignent le Maroc et la Guinée. Le parti du peuple de la Sierra Leone, le parti du président réélu Julius Maada Bio, obtient la majorité aux élections législatives en décrochant 81 sièges selon les résultats annoncés le 1er juillet par la commission électorale. La formation devance le parti du Congrès de tout le peuple de l'opposition qui récolte 54 sièges. L'APC dénonce des irrégularités et exige la tenue d'un nouveau scrutin. Samantha Sabero-Saboubanga. En Sierra Leone, le parti présidentiel a remporté samedi 1er juillet 2023 la majorité aux élections législatives selon des résultats annoncés par la commission électorale mais contestés par le principal parti d'opposition qui, jugeant les résultats truqués, a annoncé qu'il renonçait à siéger à l'Assemblée nationale. Avant même la tenue du scrutin, l'opposition avait préparé les esprits à sa défaite en disant que le scrutin n'était transparent, en dénonçant les futurs résultats qui auraient été bidonnés. Et cela est d'autant plus paradoxal que ce système-là, bidonné, trafiqué, a quand même permis à une représentante majeure de l'opposition, la maire de Freetown, d'être élue. Donc, cela me paraît quand même paradoxal. Les oppositions en Afrique devraient, à l'issue des élections, au lieu de dénoncer le processus et de mettre sur ce processus la raison de la défaite, se poser la question, est-ce qu'ils ont fait une bonne campagne électorale? Est-ce qu'ils n'ont pas attendu à quelques encablures du scrutin pour descendre sur le terrain et essayer de convaincre les populations? Le parti du peuple de la Sierra Leone du président réélu Julius Maada Bio a remporté 81 sièges et le parti du Congrès de tout le peuple APC de l'opposition a réuni 54 sièges, puis 14 chefs traditionnels complètent le nouveau parlement selon les chiffres annoncés par le chef de la commission électorale Mohamed Koné. Et cette réaction de dire que nous n'allons pas siéger à l'Assemblée nationale, c'est manquer de respect à ceux qui, malgré tout, se sont levés, sont allés voter, ont voté pour des candidats de l'opposition et ils souhaitent que ces candidats-là aillent les représenter à l'Assemblée nationale. Refuser de le faire, c'est quelque part manquer de respect à ces électeurs-là. Une fois de plus, en Afrique subsaharienne, après une élection perdue par l'opposition, celle-ci dénonce, comme d'habitude, pêle-mêle, le processus électoral, le manque de transparence. Il faudrait que l'opposition se remette en question et remette en question sa stratégie politique. Le parti d'opposition dirigé par Samora Kamara, candidat arrivé deuxième de la présidentielle, a annoncé qu'il renonçait à siéger à l'Assemblée nationale. Bien que les élections se soient déroulées dans un calme relatif, un organisme gouvernemental chargé de la sécurité sur le territoire a estimé que les résultats alternatifs prononcés manquaient de transparence et pourraient provoquer une tension injustifiée. Dans l'actualité également, remaniement ministériel au Mali, décision actée samedi dernier. Il est intervenu moins d'une semaine après la victoire du oui au référendum constitutionnel et au lendemain de l'annonce du retrait de la mission de l'ONU au Mali. Dans ce remaniement, on note 13 entrées au gouvernement, à la tête duquel Choguel Maïga reste en place. Parmi les nouveaux arrivants, Assa Badialo Touré, la conseillère spéciale du président de transition Assimi Goïta et désormais la nouvelle ministre de la Santé. Bintou Kamara, elle, prend la tête du ministère de l'Énergie et de l'Eau suite donc à ce remaniement partiel. Toujours dans l'actualité malienne, la MINUSMA doit quitter le pays d'ici au 31 décembre 2023 selon la résolution votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies vendredi dernier. La résolution a été adoptée à l'unanimité. La fin de la MINUSMA est actée. Après 10 ans d'existence de la mission, le retrait des troupes onusiennes avait été exigé par le pouvoir malien. Mildred Diamou.
La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a jusqu'au 31 décembre 2023 pour quitter définitivement le Mali. C'est la résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 30 juin 2023. Une résolution qui intervient en réponse à la demande faite par les autorités de transition du pays lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Mali, tenue à New York le 16 juin 2023. Le bilan de la MINUSMA peut être établi sur deux bases. La première base, c'est son appui apporté sur le plan logistique, technique et financier à l'État comme aux organisations de la société civile. Sur ce plan, on peut retenir qu'elle a eu un résultat intéressant parce que pendant toute la durée de la crise, elle a joué un rôle important dans l'accompagnement des organisations de la société civile à travers multiples projets financés, d'innombrables emplois créés et un appui, un accompagnement important dans le transport, surtout entre le nord et le sud. Le mandat de la MINUSMA a expiré le 30 juin 2023. L'accusant d'alimenter des conflits locaux, les autorités maliennes indiquent qu'en 10 ans de présence dans le pays, la force onusienne n'a pas réussi à contribuer au rétablissement de la sécurité au Mali à travers la lutte contre le terrorisme, la restauration de l'autorité de l'État, l'appui au transfert du pouvoir aux civils, la protection des civils et le parachèvement de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Depuis son déploiement au Mali en 2013, la MINUSMA a perdu jusqu'à 300 casques bleus, devenant la mission onusienne de maintien de la paix la plus meurtrière au monde. Il est très clair que sur la sécurité, sur la stabilisation du pays, le redéploiement de l'armée et sur la mise en œuvre de l'accord, les résultats pour lesquels elle a été engagée restent encore loin d'être atteints. Selon la résolution du 30 juin, la MINUSMA devrait cesser dès ce 1er juillet toutes ses opérations dans le pays pour se consacrer à la réduction et au retrait progressif de son personnel. Elle est appelée à entamer ce processus en consultation avec le gouvernement de transition et en coordination avec les pays contributeurs en troupes. La MINUSMA devrait également engager un dialogue avec les autorités maliennes afin d'élaborer un plan de transfert des tâches de la force onusienne aux forces nationales. Un appel à l'unité et à la cohésion sociale a été lancé le 1er juillet au Burundi à l'occasion de la fête de l'indépendance. Thématique retenue cette année par les autorités, tous ensemble contribuons au relèvement économique du pays pour atteindre une indépendance effective. À noter dans les célébrations de la 61e fête nationale, le défilé militaire avec notamment les troupes de la mission de transition de l'Union africaine engagée en Somalie. Ils sont 3000 Burundais présents dans ce pays de la Corne de l'Afrique en proie aux attaques terroristes orchestrées par le groupe Al-Shabaab. Le Togo ratifie l'accord de coopération entre les gouvernements des États membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Parlement togolais autorise la ratification de l'accord de coopération sur l'ECO, future monnaie des pays de la CEDEAO, ceux qui ont pour actuelle devise le franc CFA. Les précisions d'Amenedji. À l'Assemblée nationale togolaise, les députés ont voté jeudi 29 juin 2023 la loi autorisant la ratification de l'accord de coopération monétaire entre le gouvernement des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA et le gouvernement de la République française. Une étape qui marque pour le pays et la sous-région la suite d'un processus entamé depuis 2019 suite aux nombreux débats autour de l'avenir du franc CFA, perçu par une partie de l'opinion publique comme un héritage colonial à remplacer. Les débats aujourd'hui par rapport à la situation économique et financière des pays de l'UEMOA et le processus d'intégration dans les pays de la CEDEAO remet sur tapis la problématique de l'arrimage du franc CFA à l'euro. Et dans ce contexte, le passage à l'ECO devait être une solution dans la mesure où tous les pays de la CEDEAO devaient adopter un mouvement d'ensemble. En effet, le nouvel accord de coopération monétaire signé le 21 décembre 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, représente une révision significative de l'accord en vigueur depuis le 4 décembre 1973 selon l'Assemblée. Il prépare les États de l'Union à l'introduction de l'ECO. Et donc, il faut dire que les critiques qu'on observe par rapport à cette position des pays de l'UEMOA, en voulant aller vers un ECO UEMOA, avant que l'ensemble des pays de la CEDEAO n'adoptent cette démarche, reste problématique dans la mesure où, quoi qu'il en soit, le fait d'avoir des textes séparés
crée des difficultés au passage vers l'éco pour l'ensemble des pays de la CEDEAO. Certains observateurs ont émis des doutes sur l'entrée en vigueur de cette monnaie communautaire aux 15 pays de la sous-région. Pour rappel, en 2020, le Togo était le seul pays de la CEDEAO à respecter les critères de convergence établis pour l'adoption de l'éco, considéré comme future monnaie unique de la zone. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international se réunira le 12 juillet prochain, réunion consacrée au premier examen de son programme de facilité élargie de crédit en faveur de la Zambie. Ce programme validé en 2022 porte sur 1,3 milliard de dollars et entre dans le cadre d'un accord passé avec les créanciers pour restructurer la dette colossale qui a fait sombrer l'économie de ce pays d'Afrique australe. Marie-Raphaël Antolo. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international se réunira le 12 juillet pour achever le premier examen de son programme de facilité de fonds étendu de 1,3 milliard de dollars pour la Zambie. Une fois ces fonds à disposition du pays, ils lui permettront de relancer son économie via des secteurs tels que l'énergie renouvelable ou encore l'agriculture. Vous savez, l'assurance est de procéder avec des programmes de soutien financier. Comme nous avons procédé l'année dernière, nous sommes allés de l'avant et avons soumis au Conseil les études menées. Maintenant, nous avons la première révision qui est en cours. Il y a d'ailleurs eu un engagement pour en venir à des solutions claires en ce qui concerne l'établissement des termes pour la restructuration dont la Zambie a besoin. D'après une indication du ministre zambien des Finances, Situmbuke Musokotoane, l'incertitude créée par le long processus de restructuration a exercé une pression sur la monnaie zambienne et a rendu difficile l'attraction d'investissements étrangers indispensables pour le pays. La Zambie a en effet pu structurer environ 12,8 milliards de dollars de dettes extérieures à l'issue des accords signés le 22 juin avec ses créanciers en marge du sommet pour un nouveau pacte financier à Paris. L'accord prévoit notamment d'importantes extensions d'échéance et une réduction des taux d'intérêt, a précisé le gouvernement zambien dans un communiqué. Ce qui s'est passé au cours des années antérieures est que la restructuration des dettes dans cette région est devenue très diverse. Et donc nous avions besoin d'un nouveau cadre pour évaluer les facteurs de comparaison entre les niveaux d'endettement des différents pays dans le but d'attirer de nouveaux investisseurs qui, par le passé, n'offraient pas des options de traitement de dette. Rappelons qu'en début avril 2023, le Fonds monétaire international avait déclaré que le versement de 188 millions de dollars d'un prêt de soutien de 1,3 milliard de dollars à la Zambie dépendait de la conclusion par le gouvernement d'un accord avec ses créanciers dont la Chine et la France. Le pays aura ainsi accès à environ 188 millions de dollars une fois l'examen terminé. Le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans est désormais connu. Ce 4 juillet, le Maroc fera face au Mali, alors que la Guinée sera opposée à l'Égypte. Et sur l'Égypte, c'est quasiment un sans faute pour les Pharaons. Toutes ces sélections, c'est-à-dire les 4 meilleures équipes du tournoi, s'affronteront donc ce mardi, mais cette fois pour une place en finale. Retour sur la rencontre entre la Guinée et le Ghana dans ce sujet de Séverin Douque. La Guinée était opposée au Ghana vendredi 30 juin 2023 au Grand Stade de Tanger au Maroc pour une place en demi-finale de la CAN U23. Les deux adversaires se sont séparés sur un score de parité, un but partout. Après la demi-heure de jeu, le Ghana va logiquement prendre l'avantage suite à une mauvaise sortie du gardien guinéen. Emmanuel Yeboah profite d'une belle combinaison pour ouvrir la marque à la 35e minute. Le Sili parvient à l'égalisation grâce notamment à un pressing payant à la 61e minute. Un but partout au coup de sifflet final. Un résultat qui permet aux Guinéens, désormais deuxième de sa poule avec 4 points, de passer en demi-finale grâce à un goal average favorable devant le Ghana. Parlant de la Guinée, ce n'est vraiment pas une surprise que cette nation se qualifie. Vous savez, depuis un certain temps, les Ghanéens ne sont plus au rendez-vous des compétitions des catégories de jeunes. Depuis un certain temps, c'est plus la sérénité des nations telles que la Guinée, le Mali essayent de venir bousculer cette hiérarchie-là, dont la qualification de la Guinée est amplement méritée vu le jeu qu'elle a produit depuis le début de la compétition. Le match entre le Maroc et le Congo était sans véritable enjeu.
Si oui, permettre au coach Issam Charaï de rôder les automatismes et l'effectif de sa sélection. Le Maroc étant déjà qualifié pour les demi-finales, les Lions de l'Atlas signent leur 3e victoire en autant de rencontres grâce à Younes Taha. Ils trouvent la faille à la 7e minute grâce à un boulet de canon depuis l'extérieur de la surface, bien aidé par une déviation congolaise qui trompe le gardien. Écoutez, la qualification du Maroc dans cette poule A avec 9 points sur 9 possibles vient tout simplement confirmer le statut de favori que beaucoup de personnes avaient annoncé au début de la compétition. Et dans cette condition, vraiment, il sera très très difficile pour les autres nations de jouer cette équipe en forme et devant son public. Le Maroc et la Guinée poursuivent donc la compétition. Les Lions de l'Atlas jouent contre le 2e du groupe B, l'Égypte, le Niger ou le Mali. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.